Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Notre prochain invité a pris la peine d'écrire une lettre ouverte dans Le Devoir hier relativement à ce qu'elle qualifie de dopage de performance. Dans le milieu du travail, on parle avec la directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, Mme Manon Poirier. Bonjour, Mme Poirier. Bonjour. Vous avez pris la peine d'écrire cette lettre-là puisque vous indiquez que c'est une préoccupation grandissante auprès des membres de l'Ordre en question. Oui, effectivement, depuis quelques années, je vous dirais, on commence à observer des situations où les employés viennent nous partager des informations ou encore des gestionnaires qui constatent des changements de comportement où les employés viennent nous dire qu'ils utilisent des médicaments pour lesquels ils n'ont pas de prescription, ou parfois certaines drogues, pour les soutenir dans leur performance, que ce soit pour maintenir l'attention, par exemple des psychostimulants pour maintenir l'attention, le focus, certaines drogues là qui aident à être plus créatifs. Donc, une préoccupation grandissante de ce côté-là. Ça demeure quand même assez surprenant d'entendre ça. Est-ce que ce sont tous les domaines de travail qui sont touchés par cette information que vous avez? Oui, les recherches sont encore un peu fragmentaire, mais les données qu'on a de certaines recherches qui ont été faites, notamment une qui a été faite à l'international en 2017, nous apprend deux choses et d'autres recherches subséquentes, dont 14% des Canadiens avaient dit avoir utilisé dans la dernière année, donc on se reporte à 2017, ce type de drogue-là pour soutenir leur performance. C'est quand même pas banal, là, 14% des gens qui disent l'utiliser, et on fait l'hypothèse que c'est en croissance. Pour votre question, est-ce que ça concerne tous les secteurs ou des secteurs en particulier? Vraiment, la recherche nous dit que c'est vraiment tous les secteurs. Donc, il n'y a pas nécessairement un secteur ou une industrie qui se démarque, donc ça peut toucher toutes les organisations. Est-ce que ça pourrait pas avoir un lien direct avec ce diagnostic qui, en tout cas, récemment, on évoquait qu'il était peut-être un peu trop populaire, un peu trop rapide. On parlait souvent de TDAH chez les enfants à l'école. Est-ce que ça se peut que ce soit comme la traînée de cette médication qu'on a donnée à des enfants qu'on trouvait trop turbulents ou pas assez concentrés à l'école? Peut-être, il y a plusieurs hypothèses qui pourraient expliquer ce comportement-là, mais on parle quand même de gens qui n'ont pas de prescription, donc c'est pas un médecin qui leur a prescrit, donc ils ont accès à, je vais le nommer, là, je fais pas la promotion, mais au Ritalin par exemple, parce que je pense qu'en termes de psychostimulants, c'est souvent cela qu'on connaît, mais il y en a plusieurs autres. Donc des gens qui n'ont pas de prescription, puis qui s'en procurent, puis qui l'utilisent pas parce qu'ils ont un TDAH, mais parce que ils comprennent, ils ont compris que ça pouvait les aider à être plus attentifs, à faire un travail de qualité plus soutenu plus longtemps et donc d'être plus performants. Mais vous avez raison, c'est totalement différent. J'avais fait abstraction de ça. Ce sont des gens qui n'ont aucun diagnostic et qui n'ont pas de prescription. Exactement. C'est incroyable. Et honnêtement, peut-être que c'est moi qui est trop candide, mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut... premièrement, qu'est-ce qui mène à vouloir prendre cette substance-là? Mais tout d'abord, où la trouve-t-il? Où trouver du Ritalin sans prescription? Je ne sais pas. Oui, apparemment, on nous dit que c'est pas si compliqué. Alors, je suis pas la spécialiste à voir comment ça, mais vraiment, puis des experts à qui on discutait récemment de ce sujet-là, lors a fait une initiative sur ce sujet-là, et ils nous disaient qu'à l'université, par exemple, ils ont utilisé cette expression-là, c'est comme un cartel du Ritalin. Donc, ça semble être très, très, très facile d'avoir accès à ces médicaments-là. D'ailleurs, des gens qui prennent des médicaments les pharmaciens sont très à l'affût de ce genre de marché-là parce qu'ils contrôlent vraiment beaucoup ceux qui ont des prescriptions. Là, ils contrôlent vraiment beaucoup pour s'assurer justement que ça ne se retrouve pas sur un marché de revente. Ouais. C'est pour ça que j'en suis si étonné parce que moi-même, j'ai un membre de ma famille qui consomme un de ces médicaments-là, puis quand je vais la chercher pour elle, cette personne-là, le pharmacien me dit, ouais, mais là, vous êtes une journée d'avance ou 2 jours d'avance. C'est très complexe, honnêtement. Donc, on peut se demander, avec tant de rigueur, comment il peut y avoir tant de médicaments, parce que c'est quand même énorme. Vous évoquez 14% des gens qui disent en avoir pris en 2017. Ça fait belle lurette, donc, que ce genre de marché noir existe. Les substances en question, on parle de Ritalin, on parle de quoi? Concerta, Vivance? Oui, donc tous les psychostimulants, là, donc Bifantin, Concerta, Vivance, mais aussi des bêta-bloquants qui agissent sur la diminution du stress et de l'anxiété. Parfois, c'est des drogues plus hallucinogènes pour soutenir la créativité. Voilà. Et vous me demandez pourquoi les gens consomment, pourquoi les gens vont vers ça. Il y a certainement plusieurs hypothèses. De un, cette quête de performance
quand même assez soutenu dans notre société. Cette valorisation aussi, je pense, de la performance. Tu sais, les gens qu'on rencontre sont toujours débordés, super sollicités au cœur de tout. Fait qu'il y a quelque chose de valorisation sociale, d'être très, c'est ça, à l'affût, on top of things. Exactement. Est-ce que, moi qui arrête pas de blâmer les gens s'anglicient, j'arrête pas de sortir des expressions, c'est affreux. Mais dites-moi, vous, dans votre lettre, entre autres, vous évoquez un peu qu'il y aurait une part de responsabilité de l'employeur. Vous évoquez ici recourir à des psychostimulants pour favoriser la concentration et combattre la fatigue, à des bêta-bloquants pour réduire le stress et l'anxiété ou encore à des hallucinogènes pour stimuler la créativité. Vous veniez d'en parler. Est-ce là le reflet d'une culture de performance irréaliste, voire malsaine, qui s'immisce insidieusement dans nos environnements de travail? Est-ce que, en ce moment, vous tendez à croire que on a des attentes énormes par rapport aux employés, que les entreprises font quelque part une forme de pression à la performance? Oui, je pense que ce n'est pas que les organisations, donc il y a les individus eux-mêmes puis leurs standards, ce qu'on a valorisé aussi, ce qu'on valorise comme société. Et oui, nécessairement, il y a une portion des organisations qui, en fait, faut se questionner dans notre organisation. Qu'est-ce qu'on récompense? Qu'est-ce qu'on célèbre? Alors, si on prend le temps de célébrer quelque chose dans une organisation, c'est-tu parce qu'on a surpassé les attentes de façon impressionnante ou parce qu'on les a atteints? Sur quoi on base la bonification, par exemple, des gestionnaires ou des individus? Est-ce que c'est toujours le dépassement et à ce moment-là que c'est quel message on envoie quand on donne une promotion à quelqu'un puis on présente son profil? Est-ce qu'on met que l'emphase sur une atteinte supérieure de résultats et tout ça, ou est-ce qu'on met aussi l'accent sur les habiletés de collaboration, le développement des compétences de son équipe qu'un gestionnaire peut mettre de l'avant? Fait que est-ce qu'on mise que sur le quoi? Oui, bien sûr, il y a des livrables sur une organisation, il faut qu'on livre, il faut qu'il y ait une certaine performance, mais qu'est-ce qu'on valorise dans l'organisation qui pourrait contribuer à ce genre de comportement? Là, je pense que c'est une question à se poser. Absolument, parce qu'on voit souvent des études qui dénotent à quel point la population, il y a une grande partie de la population qui vit une détresse au niveau de l'anxiété, de la santé mentale qui est précaire. C'est toujours surprenant de voir les chiffres qui ressortent. Les gens gardent ça pour eux, mais quand ils répondent anonymement à un sondage, on voit qu'il y a un terreau, là, très clairement. Est-ce que les gens savent qu'ils peuvent avoir un certain contrôle sur leur performance en prenant telle ou telle substance qui est légale? Est-ce qu'elle est sécuritaire? Ça, c'est une autre question. Est-ce que vous pensez que c'est comme une pulsion générale? On se dit, là-dessus, on peut avoir du contrôle. Je me rappelle de joueurs de hockey qui prenaient des Sudafed pendant les finales parce que c'est un antihistaminique puis ça favorisait la concentration. Est-ce que c'est cette anxiété générale qui fait qu'au travail, on sait qu'on peut faire quelque chose, on prend une substance qui va modifier notre aptitude? Possible. Puis si on parlait par exemple à l'université, ça devient un petit peu banalisé. Puis là, les gens performent. Si tout le monde performe dans mon groupe, puis moi aussi je veux performer, est-ce que je me retourne vers ça aussi? Est-ce que c'est une forme de contrôle pour aller pour bien sûr se distinguer ou dépasser les attentes possibles? Bien sûr, on s'entend tous là, que c'est pas très sain là, comme réaction. Donc, comment on peut faire dans les organisations pour s'assurer qu'on crée des environnements où il y a une sécurité psychologique de s'exprimer quand il y en a trop, quand on peut plus soutenir le rythme, que c'est pas une marque de faiblesse, en fait, que c'est de noter que c'est une marque de responsabilité ou d'autonomie. À un moment donné, il y en a un petit trou, je peux pas livrer. Donc je pense que oui, une forme de contrôle, mais on peut aussi avoir du contrôle sur nos pratiques de gestion en organisation, puis tenter de sensibiliser collectivement le microclimat ou que sont les organisations pour venir dire oui, c'est important de livrer, oui, c'est important la performance, mais c'est important aussi le comment. Puis, à un moment donné, il faut pouvoir ralentir le rythme. Madame Poirier, vous, à titre de conseillère en ressources humaines, vous voyez quand même des différences, j'imagine, dans les générations. On espère beaucoup que les jeunes retraités vont revenir mettre l'épaule à la roue dans plusieurs secteurs. Est-ce que les jeunes que souvent on décrit comme ils sont moins vaillants, sont moins travaillants, est-ce que il y a des groupes d'âge qui sont plus sujets à prendre ces substances-là? Oui, on n'a malheureusement pas de données scientifiques à ce stade-ci pour venir dire est-ce que c'est une génération ou une autre. Donc, je veux répondre de façon prudente, mais quand même, l'espèce de parfois est-ce qu'on sur la jeune génération où ils travaillent moins, ils sont plus paresseux. Moi, je vous dirais que c'est pas ça qu'on voit dans les organisations et pas du tout.
cette envie de performer, cette envie de travailler, contribuer. De se réaliser dans son travail, bien sûr. Manon Poirier, je vous remercie. C'est des propos rassurants pour la jeune génération que de vous entendre comme ceci. Merci beaucoup d'avoir amené cette étude à notre conscience. Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.